Écoutez l'horloge. Lentement, l'engrenage transforme le présent en passé. Le temps a-t-il fabriqué l'horloge? L'engrenage a-t-il fabriqué l'horloge? Toutes sortes de vies existent sur notre planète. Certaines formes de vie sont si petites qu'elles peuvent se glisser aisément dans le trou d'une aiguille. Et pourtant, même ces êtres unicellulaires sont d'une complexité incroyable. Les scientifiques ont découvert qu'ils sont constitués de milliards d'atomes qui sont arrangés de manière complexe. Mais qu'est-ce qui les fait vivre? Qu'est-ce qui leur donne la capacité de se déplacer et de se reproduire? Un être humain est constitué de plusieurs milliards de cellules. Ce rassemblement superbement organisé d'atomes et de cellules possède des capacités incroyables. Il vit, il éprouve de la joie, de la souffrance et de l'amour. Il distingue la beauté de la laideur, le bien du mal. Comment ceci a-t-il pu se produire? Comment un simple amalgame d'atomes peut-il accomplir des choses si extraordinaires? Plonge le regard plus profondément dans les parties les plus élémentaires de notre corps, les cellules vivantes. Ce modèle montre le noyau, une partie très importante, nous en reparlerons plus tard. Chaque merveilleux être vivant sur notre Terre est construit de cellules vivantes complexes. La technologie moderne a révélé une partie de leur fonctionnement superbe. Nous pouvons maintenant observer une cellule se divisant en deux. Incroyable, n'est-ce pas? Surtout lorsque vous vous rendez compte que la cellule est composée de molécules non vivantes et d'atomes morts. Qu'est-ce qui les fait vivre? La vie, c'est quoi exactement? C'est quoi la vie? La vie se véhicule sur la matière et il faut que la matière soit très organisée pour soutenir la vie. Mais il faut aussi un minimum d'organisation chimique pour supporter la vie. Les matérialistes disent que puisque la vie est faite d'atomes et de molécules et de réactions chimiques, alors la vie n'est rien d'autre que de la chimie. Alors, il nous faut examiner cette question très attentivement, parce qu'il est vrai que la vie s'alimente de chimie et de réactions chimiques. Mais simplement à cause de ce fait, pouvons-nous dire que la vie n'est donc rien de plus que de la chimie? Et puisque la chimie se produit par hasard, que la vie a pu surgir au début de quelques réactions chimiques fortuites ou accidentelles? Voici le cœur du mystère de la vie, la cellule vivante. Notre corps a été construit par leur division et redivision petit à petit. Chose stupéfiante, les quelques milliards de cellules diverses et compliquées du corps humain proviennent d'une seule cellule, l'œuf fertilisé, le zygote. La croissance de l'embryon est une chose merveilleuse. À partir de rien apparemment, se construisent les cellules complexes du système nerveux, de la peau, des muscles, du sang et des os, d'après des plans stockés dans le zygote. L'heure de l'accouchement approche. Une série d'événements d'une complexité incroyable s'est produite, chacune au moment idéal, ce qui a provoqué la réalisation la plus impressionnante de toutes, une nouvelle vie humaine. Quand nous sommes nés, nous sommes incroyablement complexes, techniquement parfaits, un merveilleux ensemble de pièces intégrées qui vit et qui grandit.
Mais alors, comment peut-on prétendre que la vie n'est qu'une simple question de chimie? Si la vie se ramène simplement à de la chimie et n'est rien d'autre que de la chimie, alors la meilleure façon de comprendre ces vraies potentialités, c'est de regarder quelques-unes des substances chimiques de la vie. Et alors nous verrons que ce n'est pas une simple question de chimie. La substance chimique la plus importante dans la cellule, c'est la molécule d'ADN. La molécule d'ADN est une molécule chimique très longue et elle contient toutes les informations qui font que la vie est ce qu'elle est. La molécule d'ADN détermine la couleur de votre peau. Elle détermine si vous êtes un crocodile ou un chou-fleur. Elle détermine si vous êtes une amibe ou un singe. Elle détermine l'espèce et elle détermine les attributs de l'espèce à laquelle vous appartenez, quelle qu'elle soit. Alors, comment le fait-elle? Dans l'être humain, il y a suffisamment d'informations contenues dans cette molécule pour remplir 1000 livres de 500 pages aux caractères d'imprimerie les plus petits, de données chimiques sur la façon de vous fabriquer et comment vous maintenir en vie. Ceci est plutôt compliqué. Alors prenons quelque chose de plus simple pour expliquer le fonctionnement de la molécule d'ADN. Vous connaissez tous le morse. Avec le morse, on peut, à l'aide de 2 lettres, c'est-à-dire un point et un trait, plus l'intervalle entre les deux, écrire toutes les informations contenues dans la Bible ou dans n'importe quel autre livre, à condition de connaître le morse. Alors, si on prend un message simple en morse, tel que le SOS, point, 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 trait, 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 point, point, point. Voilà tout le message d'une personne en détresse. Alors, le code génétique, les chromosomes et la molécule d'ADN utilisent exactement la même méthode, le même principe pour stocker des informations. Voici une corde. Et sur cette corde, j'ai point, 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 trait, 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 point, point, point. Et je la soulève devant vous et toute personne connaissant le morse dira « Ah ah, il essaie de me dire qu'il est en détresse. SOS. » Alors, je pourrais utiliser n'importe quelle autre séquence et beaucoup plus de cordes pour écrire, par exemple, le psaume 23, « Le Seigneur est mon berger ». Et on pourrait l'écrire en entier, simplement en utilisant une corde semblable. Alors, la molécule d'ADN ne consiste pas en une seule corde, mais en 2 cordes qui sont parallèles et qui montent en spirale. Et 4 lettres, les 4 lettres du code génétique sont fixées entre les 2 cordes. Et ces 4 lettres du code génétique sont de simples substances chimiques. Vous avez donc une très longue molécule génétique d'ADN, toute repliée et retenue au milieu par des liaisons d'hydrogène qui sont des liens chimiques très faibles. Et quand une cellule se divise, elle s'ouvre comme une fermeture éclair, et une moitié passe dans une cellule, et l'autre moitié passe dans l'autre. Alors, c'est un système merveilleux à regarder parce qu'il veut dire qu'en 20 minutes environ,
on peut reproduire sur un système comme celui-ci les informations contenues dans 1000 livres de 500 pages de minuscules caractères d'imprimerie. Et pensez-vous qu'il est possible en 20 minutes de taper des informations contenues dans 1000 livres de 500 pages à la machine, et ceci sans faire beaucoup de fautes? La deuxième chose importante au sujet de cette rédaction du livre de la vie dans la cellule, c'est que la molécule est capable de se relire. Quand nous écrivons un livre, il nous faut quelqu'un d'autre pour le lire, mais ceci n'est pas nécessaire dans la cellule. D'abord, la cellule fabrique ce qu'on appelle des ribosomes, et ces ribosomes, ce sont des protéines compliquées. Ils montent cette spirale double que nous appelons la molécule d'ADN. Et en montant ces spirales doubles, ils perçoivent les informations. Nous pouvons lire ceci avec nos yeux, et nous pouvons le lire avec nos doigts. Donc, nous avons deux façons de lire ce livre avec notre façon de faire. Mais dans la cellule, les ribosomes montent sur la structure double et en lisant les positions des bases, ils recrachent, pour ainsi dire, les protéines qui sont inscrites en langage chimique. Et ainsi, ils vous fabriquent, vous. Alors, les informations qui sont contenues dans cette molécule d'ADN ne sont pas, croyez-moi, écrites sur les molécules qui constituent la corde. Les biochimistes ont découvert qu'il y a 10 à la puissance 87 façons d'assembler les atomes dans la molécule d'ADN humaine. Selon la théorie de l'évolution, cette molécule si complexe, qui n'est qu'une partie d'une cellule humaine complète, est apparue par l'action du temps et du hasard, par essai et erreur. Cela a-t-il pu se produire? Le problème, c'est qu'il n'y a qu'une combinaison sur 10 à la puissance 87 combinaisons qui permettrait la reproduction. Souvenez-vous que 10 à la puissance 87 est égal à 18 suivi de 87 zéros. La plupart des évolutionnistes prétendent que l'univers a moins de 10 à 20 milliards d'années. Savez-vous combien de secondes il y a dans 20 milliards d'années? Moins de 10 à la puissance 18. Donc, même si une combinaison au hasard était essayée chaque seconde pendant 20 milliards d'années, il n'y aurait jamais eu assez de temps, d'après l'âge de l'univers donné par les évolutionnistes, pour assembler cette molécule. La cellule qui contient un tel système chimique n'était pas fabriquée par la seule chimie des molécules qui la constituent. Donc je crois qu'il y a un auteur qui est au-dessus du matériel et de la matière dont ces cordes sont faites, qui a d'abord conçu les informations nécessaires pour fabriquer une cellule, qui a ensuite noté ces informations et qui a incorporé un système de lecture et de réalisation pratique. Ceci pour que la cellule puisse se construire à partir des informations inscrites en elle, lors de la création, par l'auteur de ces informations. En tant que scientifique, je suis convaincu que la chimie seule d'une cellule n'est pas suffisante pour expliquer le fonctionnement d'une cellule, bien que ce fonctionnement soit chimique. Le fonctionnement chimique de la cellule est contrôlé par des informations qui ne résident pas dans les atomes et les molécules de cette cellule. Dans la Genèse, il est écrit « Au début, Dieu créa ». Il a créé la matière à partir de rien. Il a pris cette matière et lui a donné toutes sortes de formes. Des cellules vivantes, de petites créatures vivantes constituées d'une cellule ou de plusieurs. Il a créé des insectes comme ces fourmis qui sont toujours en train de vaquer à leurs affaires de tous les jours. Et bien sûr, les oiseaux qui volent comme cette petite mouette.
La Bible dit qu'une intelligence extérieure a créé la matière et a créé la vie. Pendant le Moyen-Âge, certaines personnes pensaient que les êtres vivants surgissaient souvent de la matière morte ou non vivante. Par exemple, on pensait que les grenouilles provenaient de la vase, de la boue d'un étang, ou que des asticots provenaient de la viande avariée. Cette idée sortie tout droit d'un conte de fées s'appelait la génération spontanée. Les gens pensaient que les vers, les insectes et beaucoup d'autres créatures s'étaient formées à partir de la matière dans laquelle ils vivaient. Un grand scientifique du XVIIe siècle avait une recette pour créer des souris par la génération spontanée. Il a dit de prendre une chemise sale, trempée de sueur, et d'ajouter du blé. Ensuite, ayant laissé ce mélange mijoter pendant 21 jours, on trouverait que la sueur et le blé avaient fait pousser des souris. En 1668, un Italien nommé Redi se demandait si la viande était vraiment à l'origine des asticots que l'on trouvait sur la chair qui se décomposait. Il a réalisé certaines expériences par lesquelles il a prouvé que la viande en cours de décomposition ne produirait les asticots que si des mouches y avaient accès. Mais peu de gens prêtèrent attention à ces expériences. C'était le célèbre scientifique français, Pasteur, qui par la suite a prouvé de manière concluante que les êtres vivants ne provenaient jamais de la matière stérile ou non vivante. En d'autres termes, la vie provient toujours de la vie. Les scientifiques sont convaincus de ceci, à tel point qu'ils l'ont proclamé sous la forme d'une loi scientifique, la loi de la biogénèse. Cependant, l'évolutionnisme naturaliste est basé sur l'idée qu'à l'origine, la vie a été générée spontanément, à partir de la matière non vivante. On croit ceci malgré le fait qu'il n'y a pas eu un seul exemple de génération spontanée observé depuis que l'observation scientifique existe. Les évolutionnistes croient que la vie est apparue spontanément dans une soupe primitive. Ils croient qu'à l'époque des origines de la vie, l'atmosphère de la Terre était une atmosphère réductrice et qu'elle était composée de gaz ammoniac, de vapeur d'eau et de méthane. On pensait que si des éclairs passaient à travers un mélange de ce genre, alors les briques de construction de la vie en sortiraient spontanément. À Chicago, il y a quelques 20 ou 30 ans, messieurs Miller et Fox ont réalisé une série d'expériences dans le but de répéter ce phénomène et d'en prouver l'existence. Donc, ils ont fait passer un courant électrique à travers un mélange de méthane, de gaz ammoniac et de vapeur d'eau, et ils ont obtenu un certain nombre d'acides aminés qui sont à la base de la vie. On pensait alors que ces acides aminés démontraient que la vie, ou tout au moins les précurseurs de la vie, apparaîtraient dans de telles conditions. Ils ont donc proclamé qu'ils avaient produit d'une manière expérimentale les premières étapes dans la production spontanée de la vie, ce que croit encore le monde scientifique à ce jour. Alors, est-ce la réalité? Il n'y a pas de doute qu'ils ont produit des acides aminés. Mais est-ce que ces acides aminés font partie de ceux qui pourraient être utilisés pour la vie? La réponse est un non catégorique, car la vie a besoin d'acides aminés, qui sont exclusivement de la série L et non de la série D, pour produire les protéines de la vie. Des conditions semblables s'appliquent à la production de la molécule d'ADN qui a besoin de molécules D exclusivement. La vie ne peut pas utiliser les mélanges parce que la stéréochimie ne cadre pas avec l'explication. Donc, puisqu'ils ont produit effectivement des mélanges racémiques, il est catégoriquement impossible que la vie provienne spontanément d'une soupe primitive de ce genre. La stéréochimie ne cadre pas avec l'explication.
Bien que l'expérience de M. Miller semblait au début marquer des points pour la théorie de la génération spontanée de la vie, une vérification attentive de l'expérience démontre qu'elle ne fait que compliquer la question. Non, le cœur de la question, l'origine des informations stockées ici, reste un mystère, puisque dans l'expérience de M. Miller, il y avait un mélange de 50% d'acides aminés L et de 50% d'acides aminés D qui se sont formés. Et lorsque l'on a un mélange des deux, cela ne produit pas de vie du tout. La vie ne peut pas utiliser des combinaisons de ces molécules stéréoisomères en miroir. Si l'on ajoute ne serait-ce qu'un seul acide aminé D à une chaîne d'acides aminés L, celui-ci détruit l'efficacité de la chaîne entière. L'homme est un être d'une complexité incroyable. Regardez le cerveau humain. L'aspect extérieur cache bien les merveilles qui se trouvent à l'intérieur. Si nos yeux pouvaient la voir, l'action électrochimique des cellules du cerveau ressemblerait probablement au scintillement d'innombrables étoiles dans un univers sans fin. Les 10 à 100 milliards de cellules du cerveau forment des milliards d'interconnexions. Et pourtant, ces cellules sont conçues de manière si merveilleuse et sont si compactes que la partie du cerveau que l'on voit ici est, en réalité, plus minuscule qu'un seul grain de sable. Chaque centimètre cube du cerveau contient des dizaines de millions de cellules nerveuses qui sont interconnectées par des milliers de kilomètres de fibres. On a dit que l'arrangement de la matière le plus complexe et le plus méthodique dans l'univers entier se trouve être le cerveau de l'homme qui pèse environ 1,5 kg. Ses capacités et son potentiel frappent l'imagination d'étonnement. Une telle merveille pourrait-elle apparaître et évoluer simplement grâce au temps, au hasard et par des processus naturels? La Bible dit que le seul fait de regarder la nature peut amener notre esprit à arriver à la conclusion que Dieu existe. Donc regardez, et regardez attentivement. Et Dieu a dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Et le bétail selon son espèce, et tous les reptiles selon leur espèce. Écoutez l'horloge. Comme les substances chimiques qui portent la vie, l'engrenage bouge. Lentement, il transforme le présent en passé. Qui a fabriqué l'horloge? Peut-être que la seule explication logique est que c'était une intelligence extérieure à l'horloge, un horloger. Réfléchissez-y. Vous vous souvenez qu'au début de notre émission, nous avons regardé la maquette de la molécule d'ADN et nous avons découvert qu'elle devait, d'une certaine manière, être ordonnée comme un livre pour stocker des informations et les restituer pour que la vie puisse être construite. Or, ces informations ne résident pas en tant que telles dans la matière brute et inorganique. Nous croyons donc, et comme vous l'avez vu, nous avons des raisons scientifiques de le croire, qu'il a dû y avoir une insufflation d'informations dans la matière pour produire une structure remplie d'informations comme celle-ci. Donc, il y a eu un acte de création donnant des instructions à la matière quant à la façon de construire une cellule. Ainsi, l'homme qui croit à la création n'est en aucune façon troublé si un biochimiste va dans son laboratoire, prend les particules les plus petites de la terre, de la poussière, et par son esprit les organise jusqu'à ce qu'elles deviennent vivantes, en faisant un virus ou peut-être avec un peu de temps, une cellule primitive.
Il a insufflé de l'intelligence à la matière pour le faire. Quand vous regardez la beauté de la nature qui nous entoure, voici la fleur du trèfle. Et quand vous pensez que tout provient de matière insufflée, d'informations comme ceux que je décris, vous ne pouvez qu'être rempli d'émerveillement devant la sagesse d'un créateur qui avait premièrement le sens de la beauté et deuxièmement la capacité technique pour la réaliser. Et je suis émerveillé. Quand je regarde la nature autour de moi, de voir la façon dont Dieu l'a fabriquée et de voir comment il a réalisé la beauté de sa propre âme en créant. La Bible enseigne d'une manière parfaitement claire, et ceci concorde bien avec mes connaissances scientifiques, que celui qui a fait ceci s'appelait la parole, et que cette parole, le logos, c'était Jésus. Jésus s'est appelé lui-même le créateur, celui qui a tout fabriqué, par lui et pour lui. Si tel est le cas, alors je suis rempli de joie de ce qu'il a fait de la création une chose si belle, et qu'il m'a aimé suffisamment pour mourir pour moi, pour devenir également mon sauveur. Fouille les mystères de la vie, plus le désir de connaître ses origines devient pressant. Toute vie a-t-elle évolué graduellement à partir de quelques créatures unicellulaires? De lents processus et le hasard peuvent-ils créer de nouvelles espèces? Ou les données scientifiques sont-elles mieux en accord avec l'idée qu'un maître créateur a conçu les différentes espèces initiales d'animaux et les a destinées à se reproduire selon leur catégorie, mais avec un potentiel génétique programmé pour une grande variabilité grâce à une reproduction sélective à l'intérieur de chaque espèce? L'histoire des êtres vivants devrait-elle être représentée par un seul arbre évolutif qui partirait d'un seul ancêtre commun pour toute forme de vie? Ou par une forêt d'arbres, chacun représentant une espèce originale différente et chacune avec un pouvoir de grande variation?
Dans le comté anglais du Kent se trouve le village endormi de Darn. Si aucun homme célèbre n'avait jamais vécu là, vous et moi n'en aurions probablement jamais entendu parler. Et le village aurait pu continuer à dormir entre ces vertes prairies et ces vieux arbres. Mais voici le manoir de Charles Darwin, aujourd'hui devenu un musée qui est dédié à l'homme et à son œuvre. Dans ce bureau, il a écrit les livres qui ont apporté une nouvelle croyance au monde. Une croyance dans le progrès, dans le développement de stades primitifs vers des étapes supérieures, jusqu'à ce que peut-être la perfection soit atteinte. Une croyance qui ressemble parfois étrangement à une nouvelle religion. Elle s'appelle l'évolution. J'ai ici une copie de la première édition de l'origine des espèces de Charles Darwin, publiée en 1859. Le livre a provoqué beaucoup de remous dans le monde entier lors de sa parution. Mais qui était Charles Darwin? Charles Darwin était un gentleman anglais. Il avait été élevé à Édimbourg et y avait étudié la médecine pendant environ 2 ans. Ensuite, il était allé à Cambridge, où il avait étudié pour entrer dans les ordres et obtenu une maîtrise. Voyons maintenant ce que raconte son livre et pourquoi il a provoqué et provoque toujours de tels remous. Darwin essaya de prouver que la vie, c'est-à-dire les plantes et les animaux, subit de petites variations qui sont liées à l'environnement ou causées par lui, et que ces petits changements dans la biologie humaine, animale et végétale, sont héréditaires, c'est-à-dire, sommairement, si une girafe étire son cou, étire encore son cou, et l'étire toujours plus pour atteindre les feuilles les plus élevées des arbres, et si toutes les générations suivantes étirent leur cou pour atteindre la cime des arbres, alors le cou des girafes va devenir de plus en plus long jusqu'à ce que nous obtenions une girafe. Si je peux me permettre de l'expliquer encore plus clairement, je dirais que si le forgeron se sert de ses biceps pour frapper le fer chauffé dans la forge, à la longue, il aura de plus gros biceps. Darwin pensait que de tels changements étaient héréditaires. Donc, partout où existe la vie, vous la verrez s'adapter à l'environnement, et cette adaptation fera que la vie progressera tout droit jusqu'à l'homme. Lorsque Darwin était jeune homme, il n'est finalement pas entré dans les ordres, mais il s'est vu offrir un poste de naturaliste sur ce bateau. Voici un modèle réduit de ce bateau, appelé le Beagle. Il fit le tour du monde pendant 5 ans sur ce bateau, en y travaillant comme naturaliste. C'est là qu'il a trouvé de nombreuses preuves sur lesquelles il pensait pouvoir baser ses théories. En décembre 1831, le Beagle quitte le port de Plymouth. Après un voyage le long des côtes du Brésil et des autres pays de l'Amérique du Sud, le bateau atteint les îles Galapagos. Au cours de ce voyage, Darwin étudie la géologie du paysage. Chaque jour, il note tout soigneusement dans son journal. Au Galapagos, il fait une découverte intéressante. Il trouve différentes sortes de pinsons qui, sans aucun doute, appartenaient à l'origine à une seule espèce. Mais sur ces différentes îles, il s'était apparemment développé en diverses espèces. Ces variations au sein d'une espèce lui donnèrent de nouvelles idées passionnantes. S'il était possible à une espèce de pinson de développer des caractéristiques différentes, alors pourquoi ce développement ne pourrait-il pas aller plus loin? Il a extrapolé l'idée d'un changement au sein d'une espèce ou d'un genre, comme c'était le cas pour les pinsons, car il pensait que l'on pouvait aller dans la direction de ce que les Français appelaient le transformisme, c'est-à-dire qu'une espèce peut se transformer en une autre espèce supérieure, de telle sorte que finalement on peut aller d'une amibe à l'homme en se basant sur ces petites variations qui sont héréditaires et transmissibles,
on finit par obtenir une évolution graduelle au fil des années, un grand nombre d'années, en partant des formes de vie les plus simples jusqu'aux formes supérieures et complexes, ce que nous, les humains, nous targuons d'être. Si vous écoutez des émissions radiophoniques ou lisez des livres sur ce sujet, vous verrez que les gens soutiennent, sur la base des idées de Darwin, telles qu'elles sont présentées de nos jours par le néo-darwinisme, que lorsque la vie apparaît, lorsqu'il y a de l'énergie et de la matière, alors celles-ci produiront la vie. Et cette matière, une fois qu'elle a produit la vie, évoluera d'elle-même automatiquement vers des formes supérieures de vie consciente, et cela se produira sur la base des théories de Darwin. Lorsque Darwin, mort en 1882, est enterré à l'abbaye de Westminster, son idée de l'évolution s'est répandue à travers le monde. Dans une autre partie d'Europe, à Brno, en Tchécoslovaquie actuelle, un autre ecclésiastique est intéressé par la biologie. Depuis 1856, un moine d'un monastère augustin a fait de curieuses expériences. Son nom est Gregor Mendel. Gregor Mendel, bien que moine, fut le premier homme à fonder la science de l'hérédité sur une solide base mathématique. Comme cela est bien connu, il a travaillé sur les pois cultivés, les pois nains et leurs différentes couleurs, et il a montré que la distribution des caractères et leurs variations correspondaient à des lois mathématiques qui sont parfaitement bien définies. Si son œuvre n'avait pas été oubliée pendant pratiquement 50 ans, jusqu'au début du siècle, évidemment, elles avaient été publiées, mais dans une revue scientifique à faible tirage, personne ne l'avait remarqué. Si son travail sur les mathématiques de l'hérédité avait été connu, cela aurait évité de nombreuses spéculations apparues plus tard sur l'origine des espèces. À l'époque de Mendel, le monastère était en territoire autrichien et Brno s'appelait alors Brunn. Là, sur un petit lopin de terre, il croisait ses pois. 9 ans plus tard, en 1865, Mendel exposa triomphalement sa passionnante découverte. Il était absolument sûr, d'après ses expériences, que l'on peut mathématiquement prédire comment les différents caractères seront hérités par les générations successives. Les caractères héréditaires ne disparaissent pas, même si le croisement fait intervenir plusieurs caractères. Ils réapparaîtront maintes et maintes fois. Et il est possible de prévoir quand et même comment. La communauté scientifique ne fut pas très impressionnée à l'époque. C'est ainsi que Mendel mourut en 1884 sans avoir été reconnu. Quelles sont exactement les célèbres lois de Mendel sur l'hérédité? Prenez une fleur rouge et une fleur jaune. Elles tombent amoureuses l'une de l'autre, se marient et ont des enfants. 4 magnifiques fleurs rouges. Ces 4, à leur tour, ont aussi des enfants. 3 jolies fleurs rouges. Mais regardez, une fleur jaune. Des parents parfaitement rouges et un enfant jaune. Comment est-ce possible? Observons les gènes pour trouver la solution. Chacun des grands-parents rouges et jaunes a 2 gènes de la même couleur. Leurs enfants héritent un gène de chaque parent et donc ils en ont un rouge et un jaune. Mais parce que le rouge est dominant, leur couleur est rouge. Et l'histoire continue. Ils ont aussi des enfants et à nouveau un gène de chaque parent est hérité. Vous obtenez alors des couples complètement rouges, des couples mixtes et des paires de gènes complètement jaunes. Et une fleur complètement jaune. En regardant les fleurs, nous voyons la vraie beauté. Des couleurs et des formes incroyables dessinent une mosaïque si merveilleuse que l'on peut s'empêcher de ressentir une profonde admiration pour la puissance créatrice et l'intelligence de celui qui a décidé, le 3e jour de la création, que cela serait ainsi.
Et Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Dieu vit que cela était bon. Voyons maintenant ce qu'est une espèce. Dans la vie, nous rencontrons une grande variété d'espèces. Aussi, nous allons aborder la question de l'espèce, ce qui, en fait, peut être assez difficile. Les spécialistes appellent l'espèce un pool génétique. Ce qu'ils entendent par là, c'est que chaque genre ou espèce a son schéma directeur de base pour chaque type. Il y a le genre chien, qui a son type particulier d'empreinte. Le coyote appartient à ce groupe, ainsi que le loup, le saint-bernard, le pékinois, le teckel et toutes les espèces de chiens qui existent. Bien sûr, ils sont différents l'un de l'autre, mais ils peuvent se croiser entre eux, et donc, ils appartiennent au même genre ou au même pool génétique. Si les différences physiques ne sont pas trop grandes, on peut obtenir le croisement d'un Saint-Bernard et d'un Pékinois. C'est la même chose avec le genre chat. Il a une forme de base d'ADN qui est si semblable que les différents types de chats pourront, en certaines circonstances, se reproduire l'un l'autre parce que les molécules d'ADN pourront s'assembler. Si c'est le cas, alors vous obtenez une espèce. Comme vous le voyez, c'est un terme plutôt difficile à définir. Le point important à se rappeler est celui-ci. Il est extrêmement difficile d'obtenir un croisement entre deux genres. On ne peut pas avoir de croisement entre chat et chien parce que les molécules d'ADN ne peuvent pas s'assembler afin de se multiplier. Mais parfois, il se passe quelque chose dans les molécules d'ADN et des chromosomes. Une modification survient, c'est ce que nous appelons une mutation. En 1886, un Hollandais du nom d'Hugo de Vries découvre quelque chose de passionnant récoltant des fleurs sauvages. Il connaissait les notaires communes, mais là, il découvre des variétés inconnues de cette même famille. Il les ramène chez lui, il les multiplie et obtient des variétés complètement nouvelles. Il publie ses résultats en 1901 et 1903 sous le titre « Die Mutation Theory ». Pendant ces années, les résultats de l'œuvre de Mendel attirent l'attention publique mais paraissent rendre impossible la théorie darwinienne de l'évolution graduelle. Les mutations deviennent soudainement la nouvelle baguette magique du néo-darwinisme et permettent aux solides barrières entre les différentes espèces d'être franchies. Pourquoi une mutation se produit-elle? La radiation est une des réponses. Ici, par exemple, on crée de nouvelles variétés de Sympolia en se servant de rayons X afin de provoquer une mutation. Ces mutations, occasionnées par les radiations et d'autres causes, peuvent survenir aussi bien chez les plantes que chez les animaux. Mais que fait réellement une mutation, surtout lorsqu'elle produit quelque chose d'aussi beau que ses fleurs? Est-ce qu'elle améliore réellement le genre ou l'espèce? La réponse est non. Prenons un exemple, la mouche du fruit. Le biologiste généticien hollandais Dr Willem Ouweneel nous explique. Que signifient tous ces mutants? La question importante pour l'évolutionniste a toujours été de montrer que les mutations jouaient un rôle dans la supposée évolution. Les deux seuls mécanismes apparemment connus pour la prétendue évolution sont les mutations et la sélection naturelle, qui est un processus naturel par lequel les mutations sont sélectionnées. Et les mutations favorisées sont additionnées de telle façon que nous obtenons graduellement toutes sortes d'animaux différents. Cela est-il prouvé par les lois de la génétique? Le premier constat est que nous pouvons conserver en laboratoire dans de bonnes conditions ces mutations, parce que nous les protégeons, nous sommes très convenables avec elles,
et nous en prenons grand soin. Mais ces pauvres animaux mouraient facilement dans la nature, parce que toutes ces mutations leur ont fait du tort. Ces mutations sont très préjudiciables et nuisibles, et souvent, elles sont directement mortelles. Les mutations sont donc dangereuses. Elles sont cependant très intéressantes pour nous. Elles nous sont très utiles, car grâce à elles, nous pouvons étudier beaucoup de lois génétiques chez les animaux. Mais elles sont très exceptionnelles et très dangereuses pour les animaux. Les mutations dans la nature endommagent réellement les espèces et les affaiblissent. Dans notre contexte actuel de bombes atomiques et de centrales nucléaires, nous avons peur, et cela est compréhensible, des radiations et des mutations bizarres et des malformations qui peuvent en résulter. Mais peut-on dire que la sélection naturelle aide au développement d'espèces nouvelles plus résistantes en favorisant de petites mutations positives ? Que fait réellement la sélection naturelle? Prenons quelques exemples. Disons que nous avons un organisme qui subit un certain nombre de mutations et que 95% de ces mutations sont négatives, c'est-à-dire qu'elles sont une entrave pour l'organisme. La sélection naturelle retranchera certainement ces organismes au cours du temps, puisqu'ils sont moins adaptés à leur environnement. Si un homme a du diabète par perte d'information dans ses gènes, ou même par mutation, alors il sera moins performant que des personnes en bonne santé. La même chose s'applique dans le règne animal. Cela empêche certainement la variété ou l'espèce de se dégrader. Cela l'empêche de péricliter. D'un autre point de vue, nous pouvons dire que nous obtenons un organisme qui a une mutation d'1 ou 2% au-dessus de la moyenne, de telle sorte que ce soit une particularité avantageuse. Si un organisme possède une sorte d'avantage, il se met à développer un œil. Par exemple, un ver se met à développer un œil. Naturellement, un ver de terre n'a pas d'œil. Il a seulement une tache noire. Mais si ce ver se met à développer une rétine et toutes les structures en rapport, alors ce nouvel organisme, qui est à demi achevé et qui est issu d'une mutation positive, sera une entrave jusqu'à ce qu'il soit parfait. Ce que réalisent ensemble la sélection naturelle et une mutation, c'est d'empêcher la dérive vers le bas d'une espèce. Mais elles ne s'occuperont jamais d'aider une espèce à s'améliorer, parce que la sélection naturelle fera en sorte que des vers améliorés soient produits, mais empêchera la production de vers de terre qui sont, disons, à moitié serpents ou amphibiens, ou quelque chose comme cela, parce qu'ils auraient un handicap selon la théorie même de Darwin. Darwin pensait que la sélection naturelle, la lutte pour la survie et la survie du plus fort serait la cause d'une lente mais inexorable évolution d'une espèce vers une autre. De la matière inerte à des formes primitives de vie, de formes primitives de vie à des formes plus complexes, d'algues et d'amibes jusqu'aux primates et à l'homme. Mais Darwin s'était complètement trompé. La sélection naturelle elle-même empêche cela. La théorie tout entière est dépendante de l'idée que l'on n'obtiendra pas par hasard et tout de suite un nouvel organe complet, c'est-à-dire une macro-mutation, mais que l'on aura des petits changements. Ces petits changements vers quelque chose de meilleur seront un inconvénient pour l'espèce jusqu'à ce qu'ils soient achevés. Et comme ils ne sont jamais achevés, la sélection naturelle empêche l'amélioration autant que la dérive vers le bas. Et comme c'est le cas, nous nous rendons compte du fait que les espèces humaines, animales et végétales sont demeurées constantes tout au long des années par ce mécanisme de feedback, rétroaction, que Darwin avait correctement présenté. Ce qu'il n'avait pas vu, c'est que cela empêche une dérive, une lente dérive vers le haut,
aussi efficacement qu'il empêche une lente dérive vers le bas. Et Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Lorsque la Bible dit que Dieu fit les animaux, l'homme et les plantes selon leur espèce, pour se multiplier selon leur espèce, nous découvrons une vérité scientifique absolument fondamentale qui est aujourd'hui aussi vraie que lorsque Moïse l'écrivit. Car Dieu a bien fait les poules génétiques constants. Il peut y avoir des variations internes, mais on ne peut pas franchir les frontières de ces groupes. On peut avoir des variations internes, mais pas externes. De la même manière qu'un morceau de musique de Mozart ne peut pas être changé en une fugue de Bach ou en une sonate de Mozart par un point d'orgue ou un point d'arrêt ou de reprise. Cela restera invariable et c'est exactement ce que dit la Bible au sujet des espèces et des genres que Dieu a faits. Les lois que nous découvrons les stabilisent à l'intérieur de leurs propres frontières de manière parfaitement rigide. Nous voyons donc que les lois et les découvertes de la génétique fournissent un puissant soutien à la création. Il est aussi important de noter que les fossiles sont en accord avec ces découvertes. En fait, Darwin avait considéré que la preuve des fossiles était peut-être la plus sérieuse objection à la théorie de l'évolution. Le docteur Gary Parker est un des anciens évolutionnistes passionnés qui ont changé d'avis et sont devenus des créationnistes convaincus après avoir étudié ces choses en profondeur. La plupart des gens pensent que les fossiles et l'évolution vont de pair. Mais en réalité, les fossiles sont une cause de grand embarras pour la théorie évolutionniste, car ils offrent un soutien considérable au concept de la création. Si l'évolution était exacte, on devrait littéralement trouver des millions de fossiles qui montreraient comment une forme de vie s'est lentement et graduellement transformée en une autre. Mais les chaînons manquants sont en quelque sorte le secret de fabrication de la paléontologie. C'est que les chaînons manquent toujours. Ce que nous trouvons en réalité, ce sont des brèches qui accentuent des limites entre les espèces. Ce sont ces vides qui donnent des preuves de la création des différentes espèces. En fait, il y a des vides entre chacun des principaux genres de plantes et d'animaux. Il manque des formes transitoires par millions. Ce que nous trouvons, ce sont des genres distincts et complexes qui nous orientent vers la création. À la fin de sa vie, Darwin était toujours rempli de doutes et il était frustré par ses propres théories. Il s'interrogeait encore sur les grandes questions de la vie. Et c'est ainsi qu'il est mort, finalement pour rencontrer son créateur, celui qui avait dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon.
certaines personnes pensaient que les êtres vivants surgissaient souvent de la matière morte ou non vivante. Par exemple, on pensait que les grenouilles provenaient de la vase, de la boue d'un étang, ou que des asticots provenaient de la viande avariée. Cette idée sortit tout droit d'un conte de fées s'appelait la génération spontanée. Les gens pensaient que les vers, les insectes et beaucoup d'autres créatures s'étaient formées à partir de la matière dans laquelle ils vivaient. Un grand scientifique du XVIIe siècle avait une recette pour créer des souris par la génération spontanée. Il a dit de prendre une chemise sale, trempée de sueur, et d'ajouter du blé. Ensuite, ayant laissé ce mélange mijoter pendant 21 jours, on trouverait que la sueur et le blé avaient fait pousser des souris. En 1668, un Italien nommé Redi se demandait si la viande était vraiment à l'origine des asticots que l'on trouvait sur la chair qui se décomposait. Il a réalisé certaines expériences par lesquelles il a prouvé que la viande en cours de décomposition ne produirait les asticots que si des mouches y avaient accès. Mais peu de gens prêtèrent attention à ces expériences. C'était le célèbre scientifique français, Pasteur, qui par la suite a prouvé de manière concluante que les êtres vivants ne provenaient jamais de la matière stérile ou non vivante. En d'autres termes, la vie provient toujours de la vie. Les scientifiques sont convaincus de ceci, à tel point qu'ils l'ont proclamé sous la forme d'une loi scientifique, la loi de la biogénèse. Cependant, l'évolutionnisme naturaliste est basé sur l'idée qu'à l'origine, la vie a été générée spontanément, à partir de la matière non vivante. On croit ceci malgré le fait qu'il n'y a pas eu un seul exemple de génération spontanée observé depuis que l'observation scientifique existe. Les évolutionnistes croient que la vie est apparue spontanément dans une soupe primitive. Ils croient qu'à l'époque des origines de la vie, l'atmosphère de la Terre était une atmosphère réductrice et qu'elle était composée de gaz ammoniaque, de vapeur d'eau et de méthane. On pensait que si des éclairs passaient à travers un mélange de ce genre, alors les briques de construction de la vie en sortiraient spontanément. À Chicago, il y a quelques 20 ou 30 ans, messieurs Miller et Fox ont réalisé une série d'expériences dans le but de répéter ce phénomène et d'en prouver l'existence. Donc, ils ont fait passer un courant électrique à travers un mélange de méthane, de gaz ammoniaque et de vapeur d'eau, et ils ont obtenu un certain nombre d'acides aminés qui sont à la base de la vie. On pensait alors que ces acides aminés démontraient que la vie, ou tout au moins les précurseurs de la vie, apparaîtraient dans de telles conditions. Ils ont donc proclamé qu'ils avaient produit d'une manière expérimentale les premières étapes dans la production spontanée de la vie, ce que croit encore le monde scientifique à ce jour. Alors, est-ce la réalité? Il n'y a pas de doute qu'ils ont produit des acides aminés. Mais est-ce que ces acides aminés font partie Écoutez l'horloge. Lentement, l'engrenage transforme le présent en passé. Le temps a-t-il fabriqué l'horloge? L'engrenage a-t-il fabriqué l'horloge? Toutes sortes de vie existent sur notre planète. Certaines formes de vie sont si petites
qu'elles peuvent se glisser aisément dans le trou d'une aiguille. Et pourtant, même ces êtres unicellulaires sont d'une complexité incroyable. Les scientifiques ont découvert qu'ils sont constitués de milliards d'atomes qui sont arrangés de manière complexe. Mais qu'est-ce qui les fait vivre? Qu'est-ce qui leur donne la capacité de se déplacer et de se reproduire? Un être humain est constitué de plusieurs milliards de cellules. Ce rassemblement superbement organisé d'atomes et de cellules possède des capacités incroyables. Il vit, il éprouve de la joie, de la souffrance et de l'amour. Il distingue la beauté de la laideur, le bien du mal. Comment ceci a-t-il pu se produire? Comment un simple amalgame d'atomes peut-il accomplir des choses si extraordinaires? Plonge au regard plus profondément dans les parties les plus élémentaires de notre corps, les cellules vivantes. Ce modèle montre le noyau, une partie très importante, nous en reparlerons plus tard. Chaque merveilleux être vivant sur notre Terre est construit de cellules vivantes complexes. La technologie moderne a révélé une partie de leur fonctionnement superbe. Nous pouvons maintenant observer une cellule se divisant en deux. Incroyable, n'est-ce pas? Surtout lorsque vous vous rendez compte que la cellule est composée de molécules non vivantes et d'atomes morts. Qu'est-ce qui les fait vivre? La vie, c'est quoi exactement? C'est quoi la vie? La vie se véhicule sur la matière et il faut que la matière soit très organisée pour soutenir la vie. Mais il faut aussi un minimum d'organisation chimique pour supporter la vie. Les matérialistes disent que puisque la vie est faite d'atomes et de molécules et de réactions chimiques, alors la vie n'est rien d'autre que de la chimie. Alors, il nous faut examiner cette question très attentivement, parce qu'il est vrai que la vie s'alimente de chimie et de réactions chimiques. Mais simplement à cause de ce fait, pouvons-nous dire que la vie n'est donc rien de plus que de la chimie? Et puisque la chimie se produit par hasard, que la vie a pu surgir au début de quelques réactions chimiques fortuites ou accidentelles. Donc, nous avons deux façons de lire ce livre avec notre façon de faire. Mais dans la cellule, les ribosomes montent sur la structure double et en lisant les positions des bases, ils recrachent, pour ainsi dire, les protéines qui sont inscrites en langage chimique. Et ainsi, ils vous fabriquent, vous. Alors, les informations qui sont contenues dans cette molécule d'ADN ne sont pas, croyez-moi, écrites sur les molécules qui constituent la corde. Les biochimistes ont découvert qu'il y a 10 à la puissance 87 façons d'assembler les atomes dans la molécule d'ADN humaine. Selon la théorie de l'évolution, cette molécule si complexe, qui n'est qu'une partie d'une cellule humaine complète, est apparue par l'action du temps et du hasard, par essai et erreur. Cela a-t-il pu se produire? Le problème, c'est qu'il n'y a qu'une combinaison sur 10 à la puissance 87 combinaisons qui permettrait la reproduction. Souvenez-vous que 10 à la puissance 87 est égal à 18 suivi de 87 zéros. La plupart des évolutionnistes prétendent que l'univers a moins de 10 à 20 milliards d'années. Savez-vous combien de secondes il y a dans 20 milliards d'années? Moins de 10 à la puissance 18. Donc, même si une combinaison au hasard était essayée chaque seconde pendant 20 milliards d'années, il n'y aurait jamais eu assez de temps, d'après l'âge de l'univers donné par les évolutionnistes, pour assembler cette molécule. La cellule qui contient un tel système chimique n'était pas fabriquée par la seule chimie des molécules qui la constituent. Donc je crois qu'il y a un auteur qui est au-dessus du matériel et de la matière dont ces cordes sont faites, qui a d'abord conçu les informations nécessaires pour fabriquer une cellule, qui a ensuite noté ces informations et qui a incorporé un système de lecture et de réalisation pratique. Ceci pour que la cellule puisse se construire
à partir des informations inscrites en elle, lors de la création, par l'auteur de ces informations. En tant que scientifique, je suis convaincu que la chimie seule d'une cellule n'est pas suffisante pour expliquer le fonctionnement d'une cellule, bien que ce fonctionnement soit chimique. Le fonctionnement chimique de la cellule est contrôlé par des informations qui ne résident pas dans les atomes et les molécules de cette cellule. Dans la Genèse, il est écrit « Au début, Dieu créa ». Il a créé la matière à partir de rien. Il a pris cette matière et lui a donné toutes sortes de formes. Des cellules vivantes, de petites créatures vivantes constituées d'une cellule ou de plusieurs. Il a créé des insectes comme ces fourmis qui sont toujours en train de vaquer à leurs affaires de tous les jours. Et bien sûr, les oiseaux qui volent comme cette petite mouette. La Bible dit qu'une intelligence extérieure a créé la matière et a créé la vie. Voici le cœur du mystère de la vie, la cellule vivante. Notre corps a été construit par leur division et redivision petit à petit. Chose stupéfiante, les quelques milliards de cellules diverses et compliquées du corps humain proviennent d'une seule cellule, l'œuf fertilisé, le zygote. La croissance de l'embryon est une chose merveilleuse. À partir de rien apparemment, se construisent les cellules complexes du système nerveux, de la peau, des muscles, du sang et des os, d'après des plans stockés dans le zygote. L'heure de l'accouchement approche. Une série d'événements d'une complexité incroyable s'est produite, chacune au moment idéal, ce qui a provoqué la réalisation la plus impressionnante de toutes, une nouvelle vie humaine. Quand nous sommes nés, nous sommes incroyablement complexes, techniquement parfaits, un merveilleux ensemble de pièces intégrées qui vit et qui grandit. Mais alors, comment peut-on prétendre que la vie n'est qu'une simple question de chimie? Si la vie se ramène simplement à de la chimie et n'est rien d'autre que de la chimie, alors la meilleure façon de comprendre ces vraies potentialités, c'est de regarder quelques-unes des substances chimiques de la vie. Et alors nous verrons que ce n'est pas une simple question de chimie. La substance chimique la plus importante dans la cellule, c'est la molécule d'ADN. La molécule d'ADN est une molécule chimique très longue et elle contient toutes les informations qui font que la vie est ce qu'elle est. La molécule d'ADN détermine la couleur de votre peau. Elle détermine si vous êtes un crocodile ou un chou-fleur. Elle détermine si vous êtes une amibe ou un singe. Elle détermine l'espèce et elle détermine les attributs de l'espèce à laquelle vous appartenez, quelle qu'elle soit. Alors, comment le fait-elle? Dans l'être humain, il y a suffisamment d'informations contenues dans cette molécule pour remplir 1000 livres de 500 pages aux caractères d'imprimerie les plus petits, de données chimiques sur la façon de vous fabriquer et comment vous maintenir en vie. Ceci est plutôt compliqué. Alors prenons quelque chose de plus simple pour expliquer le fonctionnement de la molécule d'ADN. Vous connaissez tous le morse. Avec le morse, on peut, à l'aide de 2 lettres, c'est-à-dire un point et un trait, plus l'intervalle entre les deux, écrire toutes les informations contenues dans la Bible ou dans n'importe quel autre livre.
à condition de connaître le morse. Alors, si on prend un message simple en morse, tel que le SOS, point, 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 trait, 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 point, point, point. Voilà tout le message d'une personne en détresse. Alors, le code génétique, les chromosomes et la molécule d'ADN utilisent exactement la même méthode, le même principe pour stocker des informations. Voici une corde. Et sur cette corde, j'ai point, 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 trait, 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 point, point, point. Et je la soulève devant vous et toute personne connaissant le morse dira « Ah ah, il essaie de me dire qu'il est en détresse. SOS. » Alors, je pourrais utiliser n'importe quelle autre séquence et beaucoup plus de cordes pour écrire, par exemple, le psaume 23, « Le Seigneur est mon berger ». Et on pourrait l'écrire en entier, simplement en utilisant une corde semblable. Alors, la molécule d'ADN ne consiste pas en une seule corde, mais en deux cordes qui sont parallèles et qui montent en spirale. Et quatre lettres, les quatre lettres du code génétique sont fixées entre les deux cordes. Et ces quatre lettres du code génétique sont de simples substances chimiques. Vous avez donc une très longue molécule génétique d'ADN, toute repliée et retenue au milieu par des liaisons d'hydrogène qui sont des liens chimiques très faibles. Et quand une cellule se divise, elle s'ouvre comme une fermeture éclair, et une moitié passe dans une cellule, et l'autre moitié passe dans l'autre. Alors, c'est un système merveilleux à regarder parce qu'il veut dire qu'en 20 minutes environ, on peut reproduire sur un système comme celui-ci les informations contenues dans 1000 livres de 500 pages de minuscules caractères d'imprimerie. Et pensez-vous qu'il est possible en 20 minutes de taper des informations contenues dans 1000 livres de 500 pages à la machine, et ceci sans faire beaucoup de fautes? La deuxième chose importante au sujet de cette rédaction du livre de la vie dans la cellule, c'est que la molécule est capable de se relire. Quand nous écrivons un livre, il nous faut quelqu'un d'autre pour le lire, mais ceci n'est pas nécessaire dans la cellule. D'abord, la cellule fabrique ce qu'on appelle des ribosomes, et ces ribosomes, ce sont des protéines compliquées. Ils montent cette spirale double que nous appelons la molécule d'ADN. Et en montant ces spirales doubles, ils perçoivent les informations. Nous pouvons lire ceci avec nos yeux, et nous pouvons le lire avec nos doigts.